Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, nous voici parvenus au terme des travaux de notre commission d'enquête après près d'un semestre d'un programme particulièrement dense. Au moment où il me revient de vous présenter mon rapport, je voudrais remercier chacune et chacun d'entre vous pour votre disponibilité, pour la qualité qui a marqué nos échanges. Je salue notre président qui a su conduire nos travaux avec toute la mesure et le souci d'équilibre qu'exige cette fonction, tout en conservant sa liberté de parole et de ton. Même si nous ne partageons pas toujours, tant s'en faut, pour reprendre l'expression que vous avez employée vous-même dans l'avant-propos du rapport, la même approche, nous avons travaillé en harmonie et confiance pour arrêter notamment le programme très diversifié de nos auditions. Je veux enfin dire toute ma reconnaissance à Madame la directrice Marie-France Hérin, qui a pris la suite de Michel Bermond, ainsi qu'aux administrateurs Xavier Plé et Benoît Vandel, pour l'aide si précieuse qu'ils ont su m'apporter, en particulier lorsqu'il s'est agi de retranscrire fidèlement la sensibilité qui était la mienne pour chacun des thèmes complexes que j'ai souhaité aborder dans le rapport. Nous avons eu l'occasion de le vérifier tout au long de nos travaux. Une commission d'enquête permet de faire émerger des constats objectifs, de mettre fin à des préjugés parfois tenaces et répandus, d'acquérir une meilleure connaissance des faits et du droit. Ce processus d'établissement d'un diagnostic objectif concourt naturellement à rapprocher les points de vue. Nous avons tous, je crois, progressé dans notre connaissance du sujet, et je ne doute pas que nous avons, les uns et les autres, adapté certaines de nos convictions pour tenir compte de ce savoir plus approfondi qu'auparavant. Voilà pourquoi je pense que notre commission d'enquête peut aboutir à un consensus très large sur l'essentiel de ses conclusions. Cette convergence me semble possible parce que nous pouvons, je crois, partager trois grands constats qui étayent les préconisations que je formule. Le premier constat, c'est que l'équilibre entre liberté de manifester et ordre public n'a guère évolué durant 50 ans. Il repose sur un régime juridique libéral et un maintien de l'ordre plutôt efficace, piloté par les préfets, en s'appuyant principalement sur des forces spécialisées. Le deuxième constat, c'est que si l'équilibre entre les concepts de liberté et d'ordre demeure intangible, les conditions des manifestations ont en revanche beaucoup évolué. De nouvelles formes de protestation, moins respectueuses du cadre légal et de l'autorité, ont émergé. De nouveaux lieux de manifestation sont investis. Toute forme de contestation est aujourd'hui davantage médiatisée. Une violence parallèle qui n'est imputable ni aux initiateurs, ni à l'immense majorité de ceux qui prennent part aux manifestations s'est également développée. Le troisième constat, conséquence des deux premiers, c'est qu'il n'est nul besoin aujourd'hui de bouleverser l'équilibre français entre ordre public et liberté de manifester, mais que la France a besoin de moderniser le cadre régissant les manifestations sur la voie publique et d'adapter les modalités du maintien de l'ordre aux nouvelles expressions que recouvre désormais la liberté de manifester. Tel est le sens du rapport que je vous présente aujourd'hui. Dans un premier temps, je me suis attaché à décrire le régime juridique et le cadre du maintien de l'ordre en soulignant la grande stabilité de cet ensemble. Le régime juridique applicable aux manifestations revendicatives peut être qualifié de libéral. La liberté de manifestation est elle-même de valeur constitutionnelle, sinon dans les textes, du moins dans la jurisprudence, tout comme l'objectif de maintenir l'ordre public. L'équilibre entre ces deux exigences trouve ses racines dans la Révolution française de 1789, comme en attestent les articles 10, 11 et 12 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Clairement favorable à la liberté d'expression conformément aux valeurs républicaines françaises, cet équilibre est consacré par un régime, le régime de la déclaration préalable des manifestations. Ce régime est plus souple que celui de l'autorisation, qui est en vigueur dans certains autres pays européens, et il vise à amener les manifestants au dialogue pour permettre à l'autorité civile de s'adapter
et de maintenir l'ordre dans les meilleures conditions. Les travaux de la commission d'enquête ont permis de mesurer précisément toute la portée que ce régime offre à la liberté de manifester. Ainsi, une manifestation non déclarée n'est pas pour autant interdite en elle-même, bien que son organisateur commette une infraction. La manifestation interdite ne constitue pas non plus en soi un attroupement pouvant être dispersé par définition, bien que sa persistance soit consécutive, là encore, d'une infraction. La seule limite de la liberté de manifester en France, c'est le trouble à l'ordre public, au motif que celui-ci empêche alors, évidemment, l'exercice d'autres libertés, comme celle de travailler, de circuler, de s'exprimer. Le rôle de l'État n'est donc pas de restreindre les libertés, mais au contraire de les préserver, en garantissant que le désordre public n'aille pas, si je puis m'exprimer ainsi, trop loin. Voilà pourquoi la responsabilité du maintien de l'ordre incombe à l'autorité civile, qui exerce en la matière une police administrative préventive. Elle régule l'exercice de la liberté de manifester afin de prévenir le trouble excessif à l'ordre public, mais ne peut et ne doit intervenir, le cas échéant en faisant usage de la force, que lorsque le trouble excessif est caractérisé, la manifestation devient alors un attroupement au sens du code pénal. L'intervention pour maintenir ou rétablir l'ordre doit également être toujours proportionnée. Le rapport détaille les conditions de mise en œuvre de la doctrine française du maintien de l'ordre qui découlent de ces principes de droit et qui n'ont pas non plus substantiellement évolué au cours de ces dernières décennies. Cette doctrine est mise en œuvre principalement par des unités spécialisées dans le métier du maintien de l'ordre, les forces mobiles, CRS et escadrons de gendarmerie mobile. Leur organisation, leur équipement et leur fonctionnement constituent les gages d'une mise en œuvre adéquate de la doctrine spécifique de maintien de l'ordre dite à la française, c'est-à-dire d'une préservation aussi concomitante que possible, aussi longtemps que possible, de la liberté de manifestation et de l'ordre républicain. Cette doctrine réglemente strictement le recours à la force à l'encontre des manifestants. Il ne peut en effet y être recouru que lorsque cela est strictement nécessaire, toujours de façon proportionnée au trouble à l'ordre public, de manière graduée. Cette gradation est un élément fondamental de la doctrine qui vise à mettre à distance les manifestants et les forces de l'ordre afin que la sécurité des biens et surtout des personnes soit au mieux garantie. En effet, la gradation des moyens de force employés offre toujours une réversibilité à ceux qui troublent excessivement l'ordre public afin de freiner l'escalade de la confrontation. La doctrine française et les forces qui la mettent en œuvre ont fait preuve de leur efficacité. En dépit de l'événement dramatique qui a conduit un groupe de notre Assemblée à demander la création de cette commission d'enquête, et d'autres cas avérés dont nous avons eu à connaître de manquements inacceptables, force est de constater que l'intégrité physique des manifestants, y compris des plus agressifs à l'endroit de l'État et de l'ordre républicain, a plutôt été bien préservée au cours des dernières décennies. Les interdictions de manifestation sont marginales, comme l'ont souligné de nombreuses personnes auditionnées de tout profil. L'immense majorité des protestations se déroule sans heurts. Ce cadre général, qui comporte de nombreux points de force, est toutefois aujourd'hui confronté à des évolutions importantes affectant les acteurs, les lieux et les conditions de manifestation. C'est la deuxième partie du rapport. Ces évolutions concernent tout d'abord les organisateurs des manifestations. Chacun d'entre nous a pu le mesurer. Le temps des grands cortèges encadrés par des services d'ordre structurés est globalement révolu, même s'ils n'ont pas disparu. De plus en plus de manifestations se déroulent aujourd'hui sans avoir jamais été déclarées, et a fortiori sans encadrement civil. Parmi elles, un grand nombre résulte d'échanges sur les réseaux sociaux, sans véritable organisateur responsable ou qui pourrait être responsabilisé. Les dernières décennies ont vu également s'affirmer un phénomène récurrent de grande violence en marge des manifestations, dont les manifestants eux-mêmes sont rarement les initiateurs, quoique certaines confusions soient parfois possibles, et que l'on doit à des groupes d'individus autonomes, mais néanmoins structurés pour se livrer à des troubles et des violences.
Ces violences sont parfois orientées contre les manifestants eux-mêmes, le plus souvent contre les biens publics ou privés, assez systématiquement contre les forces de l'ordre. Ces nouveaux acteurs ont également investi de nouveaux terrains, sur lesquels le rapport apporte quelques éclairages. Tout d'abord, le fait même de manifester en zone rurale ou d'occuper physiquement un espace rural crée des problématiques nouvelles aux forces de l'ordre, d'ordre tactique ou matériel. Il convient aussi d'évoquer les zones dites à défendre, les ZAD, sur lesquelles je voudrais m'arrêter un instant. Le rapport s'efforce d'éclairer ce phénomène relativement nouveau de façon plus précise. Tout comme vous sans doute, j'ai relevé avant et pendant cette commission d'enquête que ces espaces et opérations faisaient l'objet d'une certaine forme de confusion. D'aucuns considèrent qu'une ZAD s'apparenterait à une forme de grande manif dans la nature, d'une durée exceptionnellement longue, mais comparable dans l'esprit et la finalité à ces pendants en milieu urbain. Ces ZAD se heurteraient à l'intervention des forces de l'ordre appelées à maintenir l'ordre public par l'usage de la force dans des conditions plus difficiles qu'en ville. Cela ne me semble pas correspondre à la réalité factuelle et juridique. L'installation d'une ZAD sur des parcelles privées non ouvertes au public ne constitue pas en soi un trouble à l'ordre public. Il s'agit au premier chef d'un délit contre le droit de propriété, à l'instar d'un squat illégal dans un immeuble. Comme le rapport l'explique, la ZAD peut même être constitutive en elle-même d'une succession de délits. Toutes ces infractions causent des préjudices aux propriétaires ou occupants légitimes des terrains concernés, et la mission de l'État consiste essentiellement à garantir l'exécution des décisions des tribunaux, rendant justice à ces propriétaires ou occupants. Il n'y a là rien de comparable avec des cortèges qui défilent sur le pavé des centres-villes. Il n'en demeure pas moins exact que l'opposition physique, voire violente, de certains zadistes aux décisions de justice transforme de proche en proche, sur les ZAD, des opérations de sécurité classiques en opérations de rétablissement de l'ordre face à des foules hostiles. En outre, l'existence de manifestations de soutien et ou de contre-manifestations, elles-mêmes aussi parfois violentes, crée un risque de dégénérescence de la paix publique qui impose à l'État de s'interposer pour préserver la sécurité des personnes. Dans tous les cas, effectivement, l'État intervient sur les ZAD afin de préserver l'ordre, la justice et la paix civile, en recourant plus souvent aux unités mobiles, dont le métier est précisément de bien proportionner l'usage de la force face aux attroupements les plus violents. À titre personnel, même dans ces cas, je demeure perplexe sur la qualification de manifestation. Notre droit et nos valeurs républicaines ne consacrent aucun droit à occuper illégalement la propriété d'autrui, ni aucun droit à s'opposer par la violence à des décisions de tribunaux, même pour protester contre un projet public, et quelle que soit l'idée du bien fondé qu'on se fait de cette contestation. Enfin, pour en terminer avec la deuxième partie du rapport consacrée aux évolutions des phénomènes de protestation, les manifestations contemporaines sont évidemment différentes par les attentes qu'elles suscitent dans l'opinion publique. La médiatisation plus systématique des opérations de maintien de l'ordre a rendu l'opinion particulièrement sensible à la violence de certains manifestants et à la commission de délits lors des manifestations. Aussi sensible s'il y a violence de la part des forces de l'ordre. Cette évolution a poussé et pousse encore aujourd'hui l'État à chercher une réponse pénale adaptée aux agissements individuels délictueux qui perturbent l'exercice de la liberté de manifester. Force est de reconnaître que cette recherche n'a pas abouti jusqu'à présent à des solutions satisfaisantes et qu'il s'agit probablement d'un chantier qui est encore largement devant nous. Cela m'amène à évoquer maintenant les recommandations que j'ai pensé utile de formuler. Le fil directeur de ces préconisations peut se résumer autour de l'idée selon laquelle, pour mieux préserver demain la liberté de manifester, davantage de gradation est nécessaire dans la gestion des protestations publiques. Nous avons procédé entre nous, il y a 10 jours, à un échange de vues sur ces propositions.
J'ai cherché, autant qu'il était possible, tout en préservant la cohérence du rapport, à intégrer dans sa rédaction finale le fruit de ces échanges. Le recours à la force par les manifestants ou par les forces de l'ordre et la prohibition constituent les atteintes les plus graves à la liberté de manifester et à la liberté d'expression au sens large. Or, quels sont aujourd'hui les seuls moyens concrets dont dispose un préfet confronté à une manifestation? Prohiber en amont ou réprimer en aval? Je crois qu'il est possible de préserver l'ordre public et de protéger les personnes et les biens en réduisant le recours à de tels moyens qui ne doivent constituer que les derniers outils à la disposition de l'autorité publique. Le rapport s'efforce donc d'offrir davantage de solutions d'action graduelles aux autorités civiles afin que le compromis entre ordre républicain et liberté démocratique soit en permanence adapté, ajusté, proportionné. Le premier axe concerne le rôle même de l'autorité civile. La formation initiale et continue du corps préfectoral doit mieux insister sur les conditions de mise en œuvre du maintien de l'ordre. Ce point me semble faire consensus. Dans le prolongement de cette idée, il pourrait être envisagé de renforcer le dispositif préfectoral de maintien de l'ordre dans certains départements. Certaines préfectures connaissent structurellement davantage de manifestations. J'exclus le cas de Paris, qui est déjà spécifique. D'autres sont confrontés ponctuellement à une série d'événements de type ZAD. Il doit être possible, dans de telles préfectures, de garantir la présence d'une équipe préfectorale aguerrie au maintien de l'ordre. Il me semble également que le rôle du préfet devrait être réaffirmé et précisé en mentionnant notamment que sa participation ou celle de représentants explicitement habilités par lui doit être continue durant l'ensemble des opérations de maintien de l'ordre. Le deuxième axe de préconisation a trait au travail préfectoral en amont des manifestations ou des troubles à l'ordre public. Il s'agit notamment de la concertation. Ce travail a peu ou prou disparu, non pas par absence de volonté, mais faute de pouvoir être fait de façon traditionnelle, à cause de l'affaiblissement temporaire du renseignement territorial au cours de la dernière décennie, en raison parfois de l'absence d'organisateurs structurés ou du fait de l'apparition de nouvelles formes de contestation. Pourtant, cette concertation est indispensable au respect des libertés publiques comme de l'ordre républicain. C'est pourquoi il me semble que de nouvelles formes de concertation doivent aujourd'hui être trouvées en s'inspirant notamment de ce qui peut être observé chez certains de nos voisins, communication via des sites web, unités de médiation, etc. L'État dispose aujourd'hui de moyens de communiquer de façon plus directe et plus moderne à destination des citoyens qui manifestent sur la voie publique. Au préalable, en utilisant les nouvelles technologies et les réseaux sociaux, mais aussi pendant les manifestations, en créant des unités policières de médiation. J'ai vu que dans certaines propositions, on disait le nom est peut-être mal choisi, il faudra le faire, le cas échéant, évoluer, ou en adaptant ces messages à notre temps, afin qu'ils soient plus clairs, plus intelligibles. Je pense par exemple à la formulation des sommations, et je ne suis pas sûr que obéissance à la loi, par exemple, soit bien intelligible, et ce qui est important pour ceux qui sont dans une manifestation, c'est de bien comprendre ce qu'il va se passer à partir de tel ou tel moment. Je pense qu'on peut travailler sur ces questions. Le ministre, le directeur général de la gendarmerie nationale en particulier, dans les auditions, ont fait part de leur esprit d'ouverture et même de leur demande d'aller dans cette direction. Je tire aussi de nos travaux que la conviction que l'État ne doit pas se priver d'un travail administratif et judiciaire de prévention des troubles les plus graves à l'ordre public. De M. Ben Lefeter, venu exprimer son point de vue sur le cas de Sivens, aux divers commandants d'unités, en passant par le préfet de police de Paris, c'est-à-dire quand même des profils extrêmement différents, tous ont confirmé qu'il y avait une tendance de plus en plus systématique à la violence organisée en marge des manifestations, qu'il s'agisse de violences contre les personnes et les biens, casseurs, contre les forces de l'ordre, ou des violences contre ou entre manifestants
eux-mêmes. Je pense que l'État doit se donner les moyens d'agir contre ce qui est parfois une quasi-professionnalisation itinérante en Europe des troubles les plus graves, car ils constituent probablement une des pires menaces contre la liberté de manifester elle-même. Si nous acceptons que nos concitoyens ne soient plus en sécurité dès lors qu'ils manifestent, ou dès lors qu'il y a une manifestation à proximité, nous risquons d'aboutir à une situation qui contraindrait la société à devoir un jour choisir entre la liberté publique de manifester et la priorité de l'ordre public. Il me semble que l'État peut agir de façon préventive et de façon contrôlée afin que des individus isolés et connus pour leur comportement avéré lors de mouvements de protestation ne puissent plus autant nuire à la liberté de manifester. Je pense notamment que le gouvernement et le Parlement devraient creuser une piste consistant à permettre au préfet d'interdire, naturellement de façon très encadrée dans le temps et dans l'espace, sous le contrôle du juge, bien évidemment, à un ou plusieurs individus déjà objectivement connus pour leur violence lors ou en marge de manifestations, de prendre part à certains événements. Une telle mesure, qui s'inscrit dans l'esprit de la peine complémentaire d'interdiction de manifester que le juge pénal peut déjà prononcer en l'état actuel de notre droit, serait de nature à aider à la préservation de la paix publique, de la liberté d'expression et de l'ordre républicain. Enfin, le troisième et dernier axe des préconisations que j'ai souhaité formuler concerne l'action des forces de sécurité lors des opérations de maintien de l'ordre. En définitive, lorsque la manifestation commence, c'est dans leur professionnalisme que se situe la gradation de l'action publique. Telle est d'ailleurs déjà la doctrine des forces mobiles, CRS et gendarmes mobiles, dont la discipline et les équipements permettent de doser en permanence et au plus juste l'action régulatrice ou répressive de l'État. Je crois que la France doit continuer de s'appuyer, et sans doute de s'appuyer davantage encore demain, sur le point fort que constituent ces unités mobiles. Cela commande d'adapter leurs moyens et leur doctrine d'emploi afin que leur action demeure toujours proportionnée. Dans cette perspective, j'ai mentionné plusieurs pistes de travail. Renforcer et moderniser la formation, elle est déjà très complète, des unités spécialisées dans le maintien de l'ordre. Chercher à faire intervenir autant que faire se peut en opération de maintien de l'ordre des unités dont c'est précisément le métier, qui ont été formées spécifiquement pour cela. Les forces mobiles, bien sûr, mais aussi des compagnies de police mixtes ou d'intervention, telles celles dont dispose la préfecture de police de Paris, à qui leur formation et leur équipement pourraient valoir une habilitation à maintenir ou rétablir l'ordre. Il serait alors souhaitable de s'assurer d'une présence homogène d'au moins une ou deux unités ainsi formées ou habilitées dans chaque département, afin de permettre au préfet de disposer d'effectifs de première urgence présentant toutes les garanties requises pour le maintien de l'ordre. Faire confiance à la discipline collective des unités spécialisées en leur confiant également un matériel adapté. Il s'agit de prévoir notamment que seules les unités constituées ou habilitées au maintien de l'ordre puissent continuer d'être dotées de lanceurs de balles de défense lors de l'intervention en manifestation. Naturellement, nous ne parlons que du champ, qui est celui des manifestations et de l'ordre public, et non pas les opérations de sécurité traditionnelles qui n'entraient pas dans le périmètre de notre commission d'enquête. Mais en tout cas, que cette dotation soit à l'exclusion de toute autre unité de force de l'ordre susceptible d'intervenir à l'encontre des manifestants. Il s'agirait également de développer de nouveaux moyens intermédiaires de type collectif. Grenades projetant à faible hauteur des galets en caoutchouc, par exemple. Et de suggérer un investissement plus grand dans des équipements qui permettent de pallier à la diminution des effectifs des unités et de renforcer leur mobilité tout en préservant leur mission. Je pense au système de camions barrières, barre-ponts, ou encore de revisiter peut-être la doctrine d'usage des lanceurs d'eau. Enfin, je préconise d'envisager l'instauration d'une procédure adaptée d'interpellation pour les cas flagrants de grande violence durant une manifestation. Une telle procédure s'appuierait notamment sur la généralisation de la captation vidéo et sur des moyens d'accélération de l'interpellation standard,
avec mise à disposition d'un local commun de transfert, d'un magistrat de permanence, la numérisation d'un procès-verbal oral instantané, toutes ces techniques nouvelles qui nous permettent à la fois d'être respectueux de la procédure qui est contraignante mais protectrice des libertés individuelles, mais d'un autre côté qui laisse aujourd'hui passer beaucoup d'interpellations qui devraient être faites. Cela permettrait aux forces spécialisées d'intervenir dans de meilleures conditions pour faire cesser les violences, sans pour autant mettre en péril leur schéma tactique d'ensemble, grâce à la rapidité de remise à disposition des personnels. Tels sont, Monsieur le Président, mes chers collègues, brossés naturellement à gros traits, le rapport fait 140 pages, et il sera enrichi naturellement des contributions des uns et des autres, il sera enrichi des comptes rendus volumineux de nos débats, d'un certain nombre d'annexes, de contributions écrites qui nous ont été adressées, mais brossé à gros traits en tout cas, voilà ce que contient ce rapport que j'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir adopter. Merci, monsieur le rapporteur.